Alors ça y est, les éditions solidaires sont nées. Yes. Bravo. En effet, nous nous sommes décidés à écrire un certain nombre de choses. Et après avoir consulté le monde de l'édition, le marché de l'édition, et vu combien justement c'était un marché, et que pour avoir une chance qu'un livre reste sur le marché plus d'un an, il fallait en vendre au moins 1000 exemplaires ou fonder sa propre maison d'édition. Là, on est sûr qu'au moins on peut garder un livre et qu'on peut le rééditer, même s'il se vend relativement peu, mais sur du long terme. Voilà pourquoi nous nous sommes lancés dans cette aventure. Nous sommes 4 à nous être lancés là-dedans. Sinon, c'est vrai qu'on ne peut pas le faire si on n'est pas un certain nombre, tellement il y a de boulot pour réaliser cela. Et nous allons donc publier régulièrement un certain nombre de livres. Le premier est apparu, là vous l'avez vu, c'est le deuxième tome donc des rubriques de Frédéric. Et puis il y en aura un certainement en septembre ou en octobre plus tard. Où va le monde sur les travaux d'Hercule? Et puis d'autres suivront. Et naturellement, comme c'est quelque chose qui est quand même relativement confidentiel, on comptera sur le réseau pour se faire connaître. Bien, c'est la 8e fois que nous nous rencontrons sur ce thème d'éducation passerelle vers le futur. Donc ça fait 5 mois que nous avons travaillé sur le monde des sens, sur la sensibilité, y compris le 6e sens avec le mental et le 7e sens avec le monde de l'intuition. Nous avons donc mis tout cela en place. Et là maintenant, il serait temps de remettre tout ça dans un contexte beaucoup plus global, de revoir quel est le rapport qui existe, quelle est la relation qui existe entre le monde du subtil et le monde du dense. C'est pour ça que le titre de ce soir résume ça un petit peu d'une manière très rapide, en disant au-delà de l'évidence, les mondes subtils. Ce qui est intéressant, c'est que même ce titre, au-delà d'évidence, les mondes subtils, ça remet encore au devant de la scène l'histoire des sens. Parce que l'évidence, qu'est-ce que c'est? Ça vient du latin ex videre, qui veut dire qu'est-ce qui ressort de ce qu'on voit. Et donc qu'est-ce qui ressort de ce qu'on voit? C'est l'évidence. Si on voit quelque chose, c'est évident que c'est ça et que ça existe. Comme nous l'avions vu avec un petit peu le mirage du sens de la vue, nous avons vu ça il y a 2 mois. Et puis le subtil, par contre, c'est autre chose. C'est un terme de tapisserie. C'est sub tela, c'est sous la toile. Et donc c'est le fil qui passe sous la toile et qu'on ne voit pas. Et donc là, on peut le toucher, mais on ne le voit pas. Donc vous voyez, par rapport à ça, il y a ce qu'on voit, ce qui est évident, et puis il y a ce qu'on ne voit pas, qui est dessous, et qui est donc ce qu'on appelle les mondes subtils. Donc sans cesse, dans notre langue française, on a des choses comme ça qui nous renvoient à nos 5 sens. Il est vraiment maintenant intéressant d'essayer de voir quel est le rapport, quelle est la relation qui existe entre le subtil et le dense, entre le monde de l'abstrait et le monde du concret, le monde de l'énergie et le monde des formes, entre le monde de la conscience et le monde de ce que nous vivons au quotidien. Donc quels sont les rapports entre tout cela? Et c'est un peu ce que nous allons faire ce soir. Comme nous avons travaillé les 5 sens, nous n'avons pas arrêté de dire « Attention, il faut remonter sans cesse vers le subtil ». Nous, on est vraiment dans le monde du dense, et il faut qu'on aille voir au-delà. Là, ce qu'on a, la clairaudience, la clairvoyance, la psychométrie, au-delà du goût, au-delà de l'odorat, etc. Donc nous avons vraiment vu en détail tout cela, y compris le mois dernier avec le mental, au-delà du mental concret, aller remonter vers le mental abstrait. Donc ça fait 5 mois qu'on n'arrêtait pas de dire, nous sommes dans ce monde de l'évident, nous sommes dans ce monde du manifeste, il faut aller voir au-delà. Ok. Du coup, ça pourrait faire oublier que le monde subtil existe avant le monde de l'évident. L'évident naît du subtil. Alors que si on s'éduque finalement à voir constamment au-delà du monde évident, on pourrait croire que le subtil, on ne le connaît pas, il n'est pas là, et il faut essayer d'aller le débusquer derrière le monde manifeste, derrière le monde des formes. Or non, il existe déjà ce monde subtil bien avant. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde des formes dans lesquelles nous sommes naît du subtil. Donc on va avoir un double mouvement qu'il ne faut certainement pas oublier, parce que d'ailleurs ça a des conséquences énormes philosophiquement et par conséquent par rapport à l'éducation. C'est que tout naît du subtil, il arrive dans le dense, dans l'évidence, duquel, pour s'en sortir, il faut repartir vers le subtil. On a donc cette relation très importante, subtil, dense, subtil. Évidemment, ce n'est pas le même mouvement, mais on va essayer de voir ça plus en détail. Essayons de comprendre un petit peu mieux justement ce rapport entre ces 2 aspects. Du point de vue du mental, c'est ce que nous avons vu la fois dernière. On a vu que du point de vue du mental, les idées ne naissent pas d'en bas. C'est quelque chose qui ne vient pas d'en bas. À part les idées concrètes, du style, il faut que j'aille faire des courses, qui naissent du fait que mon frigo est vide. Là, ça naît effectivement d'en bas, mais sinon, ça naît d'en haut. On avait vu que toute idée vient finalement du fragment intelligible d'une loi.
Les lois abstraites existent à tous les niveaux, scientifiquement, intérieurement, extérieurement et intérieurement. Il n'y a qu'un monde que de lois. Et finalement, ce que nous, on appelle idées, ce sont simplement le fragment intelligible d'une loi. Plus on est capable, effectivement, d'arriver à comprendre, plus on s'ouvre, plus on comprend des choses qui viennent de ces lois. Mais on voit très très bien que de ce côté-là, oui, les choses viennent d'en haut, les choses viennent de l'abstrait, et nos idées viennent constamment de l'abstrait, et non pas d'en bas, comme on pourrait le croire quelquefois, produites par notre cerveau. Bien que certaines personnes soient encore persuadées que les idées sont simplement le produit de notre cerveau. Maintenant, qu'en est-il du rapport énergie-forme ? Ah ben là, les scientifiques, pour eux, c'est une espèce d'évidence. On sait très très bien que l'univers dans son entier est un gigantesque monde d'énergie. Et que tout ce qui naît, qu'on pourrait appeler des formes, des étoiles, des planètes, qui forment des constellations, qui forment des galaxies, etc., tout ce que nous, on appelle forme dans cet univers, ce n'est qu'une condensation progressive des choses. Donc on sait très très bien que l'univers est composé de plusieurs plans subtils que je pourrais dessiner comme ceci. Et que tout est une question de vibration. Là, nous avons les vibrations subtiles, là, on a les vibrations les plus denses. Et que qu'est-ce que c'est finalement qu'une étoile ? Comment naît une étoile ? Les scientifiques le savent très très bien. C'est de l'énergie qui, à un moment donné, va descendre en vibration, qui va passer dans les plans qu'on pourrait appeler les plans gazeux. Ça va se condenser encore plus, ça va former des sphères extrêmement importantes, des sphères avec une masse tellement grande que ça va déclencher la réaction nucléaire et que ça va enclencher une étoile. Et que les planètes suivent exactement le même processus, mais que les planètes, elles sont beaucoup plus petites, donc elles n'enclenchent pas de réaction nucléaire, et elles vont descendre jusqu'à la sphère liquide, voire jusqu'à la sphère solide, qui est la dernière, donc la plus dense, comme notre planète Terre, ou comme Vénus, ou comme Mercure, qu'on appelle des planètes telluriques, qui sont descendues jusque-là. Donc on sait très très bien que ça marche comme ça. De même qu'on sait très très bien aussi que ça ne dure pas. Et que toutes les formes ont une durée de vie limitée. On connaît même à peu près, approximativement, à quelques millions d'années, la date de la mort de notre Soleil, et par conséquent de toutes les planètes. Ça, c'est plié. Par conséquent, on sait très bien que finalement, là aussi, eh bien, l'univers nous présente avant tout un monde d'énergie qui, par moment, amène une densification, et puis qui vit un certain temps comme ça, et puis qui repart dans le monde de l'énergie. Puisque rien ne reste au niveau de la matière dense, tout repart en énergie. Les scientifiques nous disent qu'on pourrait imaginer l'univers comme un vaste ensemble d'énergie, et par moment, alors eux ils ne savent pas très pourquoi, en ésotérisme on a une petite idée pourquoi, par moment, eh bien c'est comme s'il y avait un nœud qui se formait progressivement, une condensation d'énergie, de gaz, et puis de matière solide, et hop, on a une planète. Et puis ce nœud va vivre, et puis se dénouer, et retour à l'énergie. À partir de quoi d'autres étoiles, d'autres planètes vont naître. Naturellement, tout ce que je vous raconte du point de vue des étoiles et des planètes, etc., ça vaut pour tout ce qui se trouve dessus. C'est-à-dire que tout le fonctionnement universel est comme ça. Donc du point de vue des scientifiques, c'est absolument évident. Cette courbe est une vérité pour eux. Tout naît de l'énergie, tout a tendance à un moment donné, exceptionnellement dans l'espace et dans le temps, à se condenser et finalement à repartir complètement dans le monde de l'énergie. Bon. Donc du point de vue des idées, ça suit ce processus. Du point de vue des énergies, ça suit ce processus. On voit donc bien la relation qui commence à se dessiner entre le haut et le bas et retour en haut. Qu'est-ce qu'il en est de la conscience ? Ah, alors là, les avis vont diverger. Les avis vont diverger parce que, pour certains scientifiques qui ne veulent pas encore toucher au monde de la conscience n'existe pas. Ou plus exactement, c'est simplement une production du cerveau. Donc notre cerveau produit des consciences, produit des idées, produit ce qu'on appelle des états de conscience, des affects, etc., ou des états dits spirituels auxquels il ne croit pas une seconde. Tout ça, c'est simplement des productions de notre cerveau. Auquel cas, naturellement, on pourrait dire que la conscience, c'est juste des artefacts, c'est juste un petit peu une production épiphénoménale de notre corps. Donc nous aussi, en tant qu'être humain, on pourrait dire on est descendu comme ça en énergie, puis on disparaîtra de la même manière. Donc on suit également cette courbe, mais il n'y a rien de spécifique pour la conscience. Sauf certains scientifiques qui ont quand même noté, et qui n'ont pas laissé de côté, le fait que la conscience intervient en physique quantique. Et que le fait que de voir apparaître soit des particules, soit des ondes, dépend de la conscience de l'observateur. Et donc cette expérience est tout à fait fondamentale. Et elle est tellement troublante que beaucoup de scientifiques disent « oui, on ne sait pas pourquoi, on comprendra peut-être un jour, mais pour l'instant... » Et du coup, ils laissent tomber la conscience. Or, d'autres scientifiques, beaucoup plus curieux et peut-être un petit peu moins dans un axe bien précis, disent « mais on est coincé ». Si la conscience a des telles capacités d'agir sur l'énergie, c'est qu'elle-même est une énergie et qu'il faudrait prendre la conscience. Et que de plus en plus de scientifiques disent, si on veut sortir l'impasse, la science de l'impasse dans laquelle elle se trouve maintenant, il serait vraiment grand temps de prendre en compte la conscience.
Et c'est ce qu'on dit dans l'ésotérisme depuis toujours, c'est que qu'est-ce que c'est que la conscience si ce n'est de l'énergie? Et qu'est-ce que c'est que l'énergie si ce n'est de la conscience? Et que finalement, énergie et conscience sont tout à fait des synonymes. Et que si, du point de vue de l'énergie, on a cette courbe qui va d'en haut, qui descend et qui remonte, eh bien, il faut bien imaginer que du point de vue de la conscience, c'est exactement et rigoureusement la même chose. Autrement dit, qu'il s'agisse des idées, qu'il s'agisse de l'énergie, qu'il s'agisse de la conscience, on va retrouver systématiquement ce processus qui fait que tout vient de l'abstrait, peut avoir à un moment donné une certaine tendance à se concrétiser. Tout ne se concrétise pas, mais il peut y avoir des moments où ça se concrétise. Et puis des choses donc repartent dans l'abstrait pour retrouver l'état normal d'énergie, l'état vibratoire subtil, l'état donc beaucoup plus dense, ne durant qu'un moment particulier. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à comprendre que cette courbe, quand on commence à la percevoir de cette manière-là, c'est tout qui y passe. C'est pas simplement le monde des énergies, c'est pas simplement le monde de la pensée, etc. Tout passe par là, et c'est vraiment important parce que ça a des conséquences énormes, là aussi, du point de vue philosophique. Ça nous ouvre l'histoire que je vais vous raconter maintenant, qui est la genèse de l'être humain, telle que c'est raconté par les écrits ésotériques. Évidemment, si vous ne l'avez pas entendu, ça va vous surprendre, parce que ce n'est pas du tout la genèse telle qu'elle est racontée par les anthropologues. Pour les anthropologues, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous sommes nés tout simplement d'un processus d'évolution du singe. À un moment donné, on avait un singe, un anthropoïde, et de ce singe, pour certaines conditions qui ne sont pas encore bien éclaircies, il se serait redressé sur ses deux pattes, et puis quelques milliers d'années comme ça, le cerveau se serait développé, et le cerveau se développe, et bien produit une conscience de soi, produit ce qu'on appelle l'être humain, qui se développe et qui donne ce que nous sommes actuellement. Donc finalement, ce n'est rien que des circonstances d'en bas. Nous naissons d'en bas, et nous sommes là pendant un certain temps, et certainement, nous disparaîtrons. L'histoire que je voudrais vous raconter, je l'ai connue de l'ésotérisme depuis fort longtemps. Je vais vous la raconter simplifiée parce qu'elle est extrêmement complexe, donc il y a des impasses que je vais faire, mais sinon on pourrait y passer la soirée rien qu'à penser à ça. Donc je pars du système solaire. Dans notre système solaire, on peut compter un certain nombre qu'on appelle de règnes de la nature, nature avec un N majuscule. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle donc le règne des étoiles, avec le Soleil lui-même, donc qui est une étoile parmi d'autres. Ça, c'est ce qu'on va appeler donc le 7e règne. En dessous, il y a le règne des planètes, qui est aussi un règne de la nature, qui va être le 6e règne. En dessous, il y a le règne qu'on va appeler des esprits. Faute pour l'instant d'un meilleur terme, on va l'appeler le 5e règne. Et puis sur une de ces planètes, la planète Terre, que nous allons suivre particulièrement, on ne va pas s'intéresser pour l'instant à l'histoire des autres, il y a un 3e règne, qu'on appelle le règne animal. Il y a un 2e règne qu'on appelle naturellement le règne végétal, et un 1er règne qu'on appelle le règne minéral. Il y a quelques millions d'années, voilà quelle était la situation sur la Terre, ou du moins la Terre en rapport avec l'histoire du système solaire. Naturellement, ceux qui entendent ça pour la première fois peuvent s'étonner qu'on considère le monde des étoiles et le monde des planètes comme un règne de la nature. Mais ce que je voudrais, c'est vous montrer pourquoi est-ce qu'on appelle ça des règnes de la nature et comment est-ce qu'on les distingue surtout les uns des autres. Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est uniquement par l'évolution de conscience. Ce qui va distinguer un règne de la nature d'un autre, ça n'est absolument pas sa forme. Ce n'est pas tel ou tel minéral ou tel végétal ou un animal, c'est pas ça. Ce qui va compter, c'est justement ce que travaille la conscience à l'intérieur de ce règne. À savoir qu'il faut imaginer ces différents règnes tout simplement comme des classes d'une gigantesque école de conscience. Qu'est-ce qui se travaille dans le règne minéral? Le règne minéral, les consciences qui travaillent le règne minéral, qui s'incarnent dans le règne minéral, eh bien, travaillent la géométrisation. Ça veut dire que dans un caillou, on essaye de progressivement, incarnation après incarnation, à géométriser de plus en plus la forme, jusqu'à arriver à ces perfections géométriques que sont les cristaux, voire les pierres précieuses, comme les diamants, qui auront une telle géométrie parfaite que même artificiellement, on n'arrive pas, nous actuellement, à le reproduire. Donc c'est la géométrisation parfaite qui, du coup, amène de la transparence et une extraordinaire solidité. Le règne végétal, c'est un règne dans lequel la conscience qui est travaillée, c'est la sensibilité. Donc la sensibilité à la terre, la sensibilité au ciel, la sensibilité à l'environnement, la sensibilité à la lumière, la sensibilité aux insectes, bref, une sensibilité absolument tous azimuts qui donne cette caractéristique tellement belle du règne végétal. Quant au règne animal, eh bien, tous les représentants du règne animal développent l'intelligence. Le point de départ de ce qu'on pourrait appeler un mental, mais qui pour l'instant est surtout une intelligence, avec la qualité qui va avec, c'est-à-dire le pouvoir de l'adaptation. En effet, il n'y a aucun règne
qui s'adapte aussi fortement et aussi bien que le règne animal, puisque c'est le seul règne que vous retrouvez dans toutes les conditions, sous tous les climats, sous les glaces de l'Antarctique, ou bien vous les retrouvez dans les déserts brûlants, ou bien vous les retrouvez dans l'eau, sur l'eau, sous l'eau, dans les airs, sous terre. Bref, il n'y a pas un endroit sur la planète Terre où vous ne trouvez des animaux. Donc c'est dire à quel point cette intelligence leur a permis de s'adapter d'une manière extraordinaire. Nous avons donc 3 règnes ici, qui sont, qu'on pourrait dire, un règne supérieur. Là, nous avons 3 règnes qui sont plutôt, vous voyez, très préparatoires. Pourquoi est-ce que je vais appeler ces règnes-là supérieurs? Parce qu'ils échappent complètement à ce que nous pouvons connaître, nous, dans notre monde concret. La géométrisation, le physique parfait, la sensibilité parfaite, l'intellect parfait, on peut imaginer ce que c'est. Le 5e règne, le règne des esprits, c'est un règne très particulier dans lequel on développe la conscience globale, la conscience de groupe, la conscience du tout. Naturellement, ce tout correspondant essentiellement au plan de la planète Terre. On peut dire que les êtres qui développent complètement cet état de conscience du 5e règne, ce sont ceux qui ont la parfaite conscience de ce qui se vit sur Terre, du plan planétaire, et ils raisonnent uniquement en conscience d'ensemble. Pour eux, l'individualité n'existe pas. De tels êtres ont été représentés dans le passé par Hercule, un des premiers qu'on a connus, par le Bouddha, par le Christ, qui sont des gens qui sont des représentants de perfection du point de vue donc de ce 5e règne. Les planètes, ce sont aussi des consciences absolument gigantesques qui s'incarnent dans des sphéroïdes qu'on appelle des planètes et qui travaillent là aussi à augmenter leur conscience. Quelle peut être la conscience d'une planète? Certainement, ils sont conscients du plan global concernant le système solaire et puis certainement d'autres connaissances qu'on ne peut même pas imaginer. Mais en gros, comme là où on en est, nous, en tant qu'humains, essayer d'imaginer quel est ce que peut avoir en conscience une planète Terre, en gros, on n'en sait rien. Quant aux étoiles, c'est comme les planètes, mais en plus fort. Ça va encore au-delà. Donc là aussi, on ne peut rien en dire. Si ce n'est qu'effectivement, les étoiles sont à chaque fois donc le centre, le point d'animation d'un système planétaire et de tout ce qui va avec. Donc tout ça, ce sont des consciences. Puis ça ne s'arrête pas là, hein. Après, les étoiles se regroupent en constellations, en galaxies, etc. Donc ce sont des êtres encore plus gigantesques, dont on peut strictement rien dire. Et puis en dessous du minéral, il y a le règne des particules, des atomes, puisque tout est conscience jusqu'à la particule la plus élémentaire. Donc vous voyez, que ce soit en dessous, que ce soit au-dessus, là on cerne simplement ce qui est autour de nous et ce qui est autour de notre environnement dans lequel on peut être actif. Alors voilà donc quels sont ces règnes. On voit très bien que les règnes supérieurs, les 3 règnes supérieurs, sont véritablement conscients des énergies subtiles. Ils vivent dans ces énergies subtiles, ils sont même les sources de ces énergies subtiles, que ne peuvent absolument pas capter les animaux, les végétaux, les minéraux, faute justement d'avoir la conscience suffisante. Donc nous avons d'une part ces animaux, végétaux, minéraux, qui naturellement développent leur conscience, et la conscience qui les habite actuellement plus tard passera aussi dans ces règnes, parce que tout le monde monte de classe, il n'y a personne qui reste dans la même classe. Donc ça mettra des millions d'années, mais chacun passe progressivement. Mais pour l'instant, il leur faudrait quelque chose qui les amène à percevoir ces règnes-là. Et que le rôle particulier du règne humain, ça va être d'être un intermédiaire entre les mondes subtils et les mondes plus denses. De quelle manière? En fait, ce qui s'est passé donc dans la construction de l'être humain, c'est qu'à un moment donné, pour accélérer ce processus d'humanisation, il y a eu une demande qui a été faite au niveau de la Terre, un groupe d'esprits qui se trouvait là, en leur disant que ça serait sympa si vous pouviez descendre dans les animaux de manière à accélérer le processus. Et ce groupe d'esprits, qui était donc à un degré de conscience extraordinairement élevé, par amour, parce que c'est moins qu'on puisse dire, ont accepté de descendre et de s'incarner dans des espèces d'anthropoïdes très 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 primitifs. Pourquoi faire? Tout simplement parce qu'à un moment donné, le fait que ces esprits descendent dans des animaux, ça a créé immédiatement le règne humain, c'est-à-dire la conscience de soi. L'étincelle divine dans le corps animal, ça a donné la conscience de soi, qui est le processus de développement de l'humanité. Nous, en tant que classe de cette grande école de conscience, on a à développer cette conscience de soi. Et c'est ce qui est arrivé tout de suite. Et c'est pour ça que les anthropologues n'arrivent pas à comprendre du tout comment ça s'est passé, parce que dans leur reste, souvent, ils passent d'un processus animal à des humains qui ont déjà la conscience de soi, et leur chaînon manquant, quand est-ce que ça se passe? Ils ne trouveront pas des traces, parce qu'effectivement, ça s'est passé relativement rapidement. Mais les anthropologues, ils font ce qu'ils peuvent, parce qu'eux, ils racontent cette histoire-là avec des os, avec ce qu'ils trouvent, avec des fossiles. Or, il est extrêmement difficile de trouver des fossiles de conscience.
Donc c'est pour ça qu'il ne nous parle strictement jamais de conscience. Il raconte jamais l'histoire du point de vue de la conscience. Non, non, ça c'est notre histoire à nous. C'est l'histoire de l'ésotérisme. C'est vraiment la capacité d'arriver à percevoir qu'est-ce qui s'est passé justement du point de vue de l'énergie et non pas du point de vue des ossements. Donc les anthropologues mettent vraiment à jour les premiers animaux qui ont pu servir en quelque sorte de corps à ces esprits, mais ils ne mettent pas du tout à jour ces esprits-là. Or, ces esprits extraordinairement avancés, ces esprits qui étaient pur amour, ces esprits pure lumière, et qui ont accepté par sacrifice d'accélérer les choses, le plan terrestre, et de descendre dans les singes, c'est nous. Nous sommes ces êtres-là. Non, c'est intéressant à se le dire. Des fois, quand on doute, quand on se dit « Ah, nous, pauvres humains, on n'est rien du tout ». Si, ces êtres absolument géniaux, ces êtres de lumière, ces êtres d'amour, c'est nous, fondamentalement. Mais on l'a oublié. Parce qu'effectivement, chez nous, le côté animal a pris un peu le dessus. Donc c'est vrai qu'on l'a un petit peu oublié, mais fondamentalement, c'est ce que nous sommes. Et c'est nous qui avons pris ce parti. Et c'est nous qui avons accepté de faire ça. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Et à partir de là, on a créé un règne qu'on appelle le règne humain. Et ce règne humain, comme je vous disais, il a une qualité fondamentale parce qu'en lui, il a justement déjà ce qu'on appelle l'esprit, ou à un autre niveau, on reprécisera tout à l'heure, ce qu'on appelle l'âme. Comme il a ça en lui, il est parfaitement capable de capter tout ce qui vient des règnes supérieurs. Et comme il a en lui le côté animal, le côté intelligent, le côté sensible du végétal, le côté structurel, physique, dense du minéral, il est parfaitement capable aussi de communiquer avec les autres règnes et de faire le passeur. Le règne de l'humain, c'est d'être passeur entre les énergies subtiles et les énergies évidentes. Nous sommes là, nous sommes créés pour ça, et uniquement pour ça, c'est de capacité de concevoir ce qui est haut, ce qui est subtil, et de pouvoir l'amener pour faire évoluer tout le monde. Alors c'est là où il y a des gens qui craquent. Ne me dis pas que nous, esprits, on est descendus rien que pour faire évoluer les animaux, les végétaux, les minéraux. Ben si. Qui sont des enfants de la conscience. N'oublions pas qu'à chaque fois, il faut que vous voyez ça, tout ça, c'est de la conscience en évolution. On est dans un gigantesque processus éducatif. L'humanité sur Terre a le rôle d'éducateur, c'est-à-dire d'amener ce qui est fondamental à comprendre et à connaître aux petites consciences qui n'ont pas encore les moyens de l'avoir. L'humanité est véritablement les professeurs et les enseignants de la Terre par rapport aux différents règnes. Est-ce que vous voyez les conséquences énormes de cette histoire ? Ça veut dire qu'effectivement, fondamentalement, nous sommes des esprits, ou un peu plus bas, nous sommes des âmes. C'est-à-dire que l'histoire, du coup, elle est inratable. À se poser la question si on ne va pas se casser la figure, vu les difficultés qu'on a sur Terre, si tout ne va pas rater, c'est inratable, puisque déjà nous sommes âmes. Ah, c'est sûr que si on nous disait, on est d'en bas, on vient d'en bas, on est des minéraux, des végétaux, des humains, puis on cherche à humains, puis on va essayer d'atteindre le 5e règne, puis on essaiera d'atteindre... Ah oui, mais nous, pauvres humains, comment veux-tu qu'on atteigne le 5e règne ? On ne pourra pas. Ah oui, ça pourrait paraître en tout cas beaucoup plus difficile. Mais quand on voit effectivement la courbe, nous sommes des humains, on descend et on remonte, on l'est déjà. C'est la fameuse phrase de Teilhard de Chardin. Nous ne sommes pas du tout des humains et cherchant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels tentant une expérience humaine. Et on voit bien qu'en Teilhard de Chardin, vous voyez ça complètement dans le sens de haut en bas. Et ensuite, on va remonter de bas en haut. Et non pas d'un processus, donc de bas en haut, simplement. Donc ça change tout de ce point de vue-là. Pourquoi est-ce qu'on est descendu ? Bon, pour aider ces règnes à évoluer. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On remonte. On l'a vu, c'est la courbe absolument universelle. Toute énergie qui est descendue ne peut pas rester là et remonte. Toute pensée, tout système qui en est là remonte. Et ça sert à quoi de remonter ? D'emmener tout le monde avec nous. Si on est descendu, c'est justement pour faire progresser l'ensemble. Donc nous allons devoir remonter en tant qu'humains, en tant que cellules. On va devoir remonter dans le 5e règne, et puis progressivement, beaucoup plus tard, on remontera dans les autres règnes. On remonte là-haut en entraînant avec nous toute l'évolution. C'est pour ça qu'on parle souvent de le but de l'humanité, c'est de spiritualiser la matière. Au-delà même des règnes, toute la matière dont ils sont composés, même la matière dont nous sommes composés, c'est de faire évoluer toute cette matière, spiritualiser. Il faut amener l'amour dans la matière, c'est exactement ça. Et comme nous sommes amour, on est venu, on vit dans cette matière, on va y amener complètement l'amour, et on fait remonter le tout, et on fait évoluer le tout. Et on retrouve complètement cette courbe. Mais vous voyez que si on oublie d'où on vient, c'est un peu difficile.
C'est pour ça que se souvenir d'où on vient, c'est comprendre où on va. Et là, les choses prennent un sens. Voilà pourquoi, vous voyez, il y a un certain nombre de choses qui se résolvent à partir de là. C'est bien évident qu'on ne peut pas imaginer, à partir de l'esprit, des réponses habituelles concernant, par exemple, la réincarnation. Est-ce que tu crois que la réincarnation, ça existe? Il ne peut pas en être autrement, vu de ce point de vue-là. Évidemment, si je raisonne d'en bas, moi personnellement, moi en tant que personnalité, en tant qu'apparence, qu'est-ce que j'ai eu comme vie antérieure? Moi, là, j'en ai eu aucune. Et qu'est-ce que j'aurai après? Moi, là, j'en aurai aucune. Mais si je me mets du point de vue de l'âme, si je me mets du point de vue du haut, ah oui, l'âme, déjà, là, pour pouvoir descendre, pour pouvoir reprendre toute cette courbe-là, il en a fallu des vies. Parce que descendre du cinquième règne, descendre et réussir à construire, c'est toute l'histoire de l'humanité, réussir à construire un corps physique, un corps émotionnel, sensible, un corps mental, intelligent. Il a fallu des centaines et des milliers de vies pour en arriver là. À chaque fois, c'est comme si l'âme, parce que oui, il faut prendre l'exemple à partir de là, c'est comme si l'âme faisait un effort régulièrement pour descendre les différents plans. Voilà. Elle descend comme ça, comme une tentacule, vous voyez, une tentacule d'énergie qui descendrait. Et puis quand elle arrive sur les plans denses, elle a besoin quand même pour pouvoir agir d'un gant, un gant physique. Et donc elle rentre dans un gant. Et là, elle peut agir. Elle fait des expériences, elle apprend des choses, elle met un petit peu d'amour, enfin elle se développe. Et puis ça dure un certain temps, puis à un moment donné, voilà, ça suffit, on a appris des choses, bon. Et la tentacule se retire. Voilà. Et qu'est-ce qui reste? Le gant. Et puis à un moment donné, elle remet. Tiens, une nouvelle expérience. Et hop, dans un nouveau gant. Et puis elle se retire du gant, mais il reste le gant. J'en fous. Vous voyez comment la loi des renaissances prend tout son sens par rapport à ça. Et donc, du point de vue de l'âme, il s'agit simplement régulièrement de se matérialiser pour avancer, pour progresser. Et puis quand il va s'agir de revenir, ça va être exactement le même processus. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on s'identifie au gant. Donc, quelle vie j'ai avant, quelle vie j'ai après, quel sens ça a? Si je me définis tout seul, ça n'en a aucun. Et moi, gant, j'aimerais bien remonter vers le haut. Toi, tu peux pas. Il faut d'abord que tu t'identifies à l'âme que tu es fondamentalement. C'est l'âme qui remonte et qui descend. C'est pas le gant. Bon, là, ça change les choses. Vous voyez comment à partir de là, donc qu'il s'agisse de la réincarnation, qu'il s'agisse du plan, qu'il s'agisse de l'amour, qu'il s'agisse du sens que ça a, de notre pouvoir créateur, tout ça c'est clair. Si on devait, développer toute la philosophie que ça amène, c'est révolutionnaire. Mais à partir de là, vous voyez comment c'est intéressant de se dire, mais on va apprendre après aux enfants à remonter. Nous, où est-ce qu'on en est actuellement? Nous, on en est là. On est au bas de la côte. On a fait tout ça. Et maintenant, on nous dit, c'est ce que nous avons vu depuis 5 mois, travaille sur l'essence, travaille à voir au-delà, remonte vers le subtil, pense de plus en plus subtil, va de plus en plus dans l'abstrait, etc., etc. Et c'est le moyen par lequel, progressivement, on va remonter, marche par marche, mais en toute conscience. Et en remontant, on entraîne avec nous toute la création planétaire, on fait évoluer l'ensemble. Et c'est ça qui est tout à fait fondamental. Voilà pourquoi notre travail s'explique que si on n'oublie pas qu'il y a ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment important de s'en souvenir. Sinon, si on oublie, on est un peu comme les gens qui se passionnent pour les jeux vidéo, ou qui se passionnent complètement pour les séries à la télévision, pour le cinéma, et qui pour eux, d'un seul coup, ils s'immergent tellement là-dedans que c'est la vie, c'est leur vie. En oubliant que derrière ça, il y a eu un concepteur, il y a un metteur en scène, il y a des gens, tout ça c'est faux, tout ça c'est virtuel. Mais pour eux, d'un seul coup, ça cesse d'être virtuel, c'est la vie. Nous, on vit pareil. Nous, on oublie que notre vraie vie, le vrai metteur en scène que nous sommes, celui qui a vraiment imaginé chacune de nos vies, c'est l'âme que nous sommes. Nous sommes l'âme. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se prend au jeu et on croit à notre scénario de gant. Et on vit ceci, le gant à la mer, le gant en ville, le gant sur la terre, le gant tous nos petits exemples. Mais c'est pas ça. On se gourre complètement. C'est pas ça la vraie histoire. C'est le film Matrix. C'est des gens qui dorment, projettent ce que nous on appelle la vraie vie. Et ils y croient, tellement ça leur paraît vrai, alors que c'est complètement du virtuel. C'est très vieux, c'est le mythe de la caverne de Platon, dans lequel des gens croient à la réalité d'ombres qui sont projetées devant eux, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de voir autre chose. Et du coup, vous voyez, quand on oublie complètement ce processus dans son ensemble, quand on est ça, et quand on est prisonnier de la courbe inverse, du coup, c'est vrai que les choses vont complètement manquer de sens. Et on va croire simplement en nous. Et c'est là qu'on devient prisonnier de l'illusion du stalagmite. Qu'est-ce que c'est que l'illusion du stalagmite? Vous imaginez dans une grotte, pousse un stalagmite. Ça lui prend du temps, ça lui prend beaucoup de temps. Mais il pousse.
Et il est assez content, il est assez fier de lui parce qu'il croit, et puis il devient grand, et puis etc. Bon, très très grand ce stalactite. Et à un moment donné, vraiment, il est content de lui. Et donc c'est le moment où il dit, mais après tout, bon, je vais continuer de croître comme ça indéfiniment, c'est bien, j'avance. Bon. Et pour la première fois, il lève les yeux. Qu'est-ce qu'il découvre? Un stalactite. Il dit, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Ben, je suis toi. C'est moi qui te construis. Ah, tu rigoles, je me construis par moi-même. Et comment? D'où vient l'eau qui te construit? D'où vient l'eau qui fait que le calcaire se dépose et que tu te construis? Ça vient d'en haut. Oh, moi-même, j'en suis pas la source. Moi-même, je reçois l'eau d'une grande source. Moi-même, je reçois l'eau par là. Et cette eau égoutte à travers moi. Elle me construit moi, puis elle te construit toi. Donc, je suis beaucoup plus la réalité qui est avant toi. Mais pourquoi tu es à l'envers? Je voudrais pas te vexer, mais c'est toi qui es à l'envers. Moi, je suis à l'endroit. Toi, tu n'es que mon reflet inversé. Et vous voyez, ça, c'est nous. Nous, on est le stalagmite. On a l'impression que l'on croit par nous-mêmes, qu'on se développe par nous-mêmes. Alors qu'on verra tout à l'heure combien nous sommes nourris d'une source par l'intermédiaire d'un stalactite. Et que c'est ça qui nous nourrit véritablement. Mais c'est très difficile parce qu'on voit bien combien il y a une inversion et que toutes les valeurs sont inversées. Croître en méditation, c'est abandonner le stalagmite et s'identifier au stalactite. Ah oui, mais c'est l'inverse. Eh ben voilà. Quelles sont les valeurs fondamentales pour que croisse un stalagmite? L'égoïsme, c'est-à-dire les valeurs de l'ego. Pour se construire en personnalité, il faut être égoïste. C'est indispensable. C'est un passage obligé. C'est le passage obligé de toute la descente. Mais du moment qu'on doit remonter, quelles sont les valeurs de la remontée? L'amour. Ah mais c'est complètement le contraire. C'est complètement le contraire. Voilà pourquoi la grande difficulté de toute évolution, c'est qu'il faut se rendre compte que l'évolution spirituelle n'est pas une évolution dans la logique du stalagmite, c'est carrément passer à l'envers. Tout change, toutes les valeurs sont inversées. L'individualisme qui prévaut dans le stalagmite fait place à la conscience de groupe dans le stalactite. Tout ce qui était individuel devient collectif. On ne pense plus en termes d'individu, on pense en termes de groupe, en termes d'ensemble, en termes d'évolution globale, puisque le monde de l'âme ne connaît pas le monde de l'individualisme. Donc on comprend que ça soit difficile. C'est un véritable défi de passer là. C'est là où vous voyez combien de la difficulté pour nous, dans ce rapport entre le monde des énergies et le monde des formes, c'est qu'il va falloir apprendre à raisonner à l'endroit. C'est-à-dire à l'inverse de ce que nous on appelle l'endroit. Tout va devoir changer. Et c'est sûr que là encore, on a un sacré changement de valeur. Cette histoire de rapport entre le haut et le bas, entre l'énergie et le dense, c'est quelque chose que nous avons en nous. C'est pas simplement une histoire de stalagmite, de stalactite, avec ces trois points, la source, le stalactite et le stalagmite. C'est pas quelque chose simplement qui est l'histoire de l'humanité, comme je vous l'ai raconté, que nous, humains, nous sommes nés véritablement de ce cinquième règne qui est descendu pour former le quatrième règne et remonter ensuite en entrée dans tout le monde. C'est quelque chose que nous avons au quotidien en nous. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du Sutratma et de l'Antakarana. Je plaisante. Je vous donne ces termes un peu techniques parce que dans les bouquins, surtout si vous lisez les bouquins d'Alice Bailey, ils sont constamment cités. Donc c'est pour vous donner une petite idée, mais on va prendre des termes plus simples. Donc le Sutratma, et puis ce qu'on appelle donc l'Antakarana. Ce sont des fils de lumière qui relient les différentes parties de l'être humain. Ce sont des fils de lumière qui vont justement jouer pour nous le rôle de stalactite et de stalagmite, et on va voir un petit peu de quelle manière. Si je reprends d'une manière simplifiée ce qu'on pourrait appeler la constitution de l'être humain, nous sommes tous fondamentalement ce qu'on pourrait appeler des étincelles de vie. Vous savez, ces êtres extraordinaires, ces esprits extraordinaires que je vous ai décrits tout à l'heure en vous disant ils ont accepté de s'incarner donc dans des animaux, nous-mêmes, bien nous-mêmes, nous sommes ces étincelles de vie. On appelle ça, dans certains enseignements, on appelle ça des esprits. On appelle ça aussi des monades. Je vous donne tous ces termes pour que vous y trouviez, parce que quelquefois, on a tendance un petit peu à s'y perdre. Donc nous sommes, nous, cela. Fondamentalement, nous sommes ça. Est-ce que vibratoirement, c'est quelque chose qui est facilement accessible pour nous? Pas du tout. Pour nous, ce qui va être accessible, ça va être le monde de l'âme. C'est pour ça qu'on parle, nous, essentiellement de l'âme. L'esprit, c'est au-dessus de l'âme. On dit que nous pouvons commencer, nous, à contacter consciemment le monde de l'esprit quand on est un être illuminé, qui nous laisse encore un petit peu de temps. Mais enfin bon, en tout cas, voilà ce que nous sommes. Nous sommes ces monades. Et ce qui est intéressant de cette étincelle de vie, c'est qu'elles sont véritablement porteuses de ce qu'on pourrait appeler l'océan de vie. L'océan de vie qui est l'univers tout entier. Tout à l'heure, je vais vous parler de l'énergie de l'univers. Il faut bien se rendre compte que la vie elle-même existe sous cette forme-là.
La vie n'est pas quelque chose qui appartient aux formes. Nous, on a tellement tendance à prendre la vie. On dit quelquefois, ma mère m'a donné la vie et la maladie m'a repris la vie. Je suis mort. Non, personne ne donne la vie et personne ne reprend la vie. La vie est. Simplement, nous, à un moment donné, on partage cette vie sans pouvoir y échapper, ou sous forme abstraite, ou sous forme concrète, ou sous forme humaine, ou sous d'autres formes, mais de toute façon, on est toujours en vie. On ne peut pas sortir de la vie, c'est l'énergie même de l'univers. Et donc nous, en tant qu'étincelles de vie, nous sommes complètement porteuses de cette vie fondamentale universelle. Et lorsque ces étincelles de vie, comme je vous disais, ont dû descendre plus bas, c'était tellement abstrait qu'elles n'ont pas pu le faire directement. Elles ont dû donc créer un intermédiaire, et cet intermédiaire, c'est ce qu'on appelle l'âme. L'âme est donc en quelque sorte le véhicule de l'esprit. C'est quelque chose qui est plus bas que l'esprit et qui représente l'esprit, mais qui en tout cas pour nous va être beaucoup plus facilement accessible. Laquelle âme a donné naissance à ce qu'on appelle donc le monde de la personnalité. Donc là on se retrouve. Nous avons donc le grand ternaire de ce que nous sommes. Nous sommes fondamentalement des monades avec une âme et une personnalité. Bien. Maintenant, quelle est l'histoire qui relie tous ces éléments que nous sommes ? C'est le Sutratma. Le Sutratma, on va l'appeler plus simplement le fil de vie. Ce fil de vie qui est un fil de lumière, c'est un fil de lumière porteur d'énergie de vie. Il part de l'étincelle de vie que nous sommes et il va traverser le monde de l'âme. On va voir qu'il va se dédoubler à cet endroit-là, mais j'en parlerai tout à l'heure. Et donc ce fil de vie, il va continuer à travers l'âme et il va arriver ici dans la personnalité jusqu'au cœur, au niveau du chakra du cœur et au niveau du cœur physique. Ce qui veut dire que nous avons un lien tout à fait direct entre la monade que nous sommes, l'âme et la perso, entre l'étincelle de vie, l'âme et la personnalité. Ça veut dire que finalement, ce fil de vie, il amène la vie essentielle de l'univers à travers l'âme que nous sommes jusqu'à notre propre cœur. Et ce qui fait que nous sommes en vie, et qui fait que nous vivons et que nous partageons cette vie fondamentale. Et c'est ce qui nous construit chaque jour, à chaque instant. Et puis ce fil de vie, au niveau de l'âme, il se subdivise en un deuxième aspect qui va venir ici, au niveau de la tête, et qu'on va appeler le fil de conscience. Cette partie du fil de vie, c'est ce qui arrive dans la tête et c'est ce qui va nous donner la conscience. La conscience, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être la conscience très très simple de quelqu'un qui n'a que conscience que de son corps physique ou de ses besoins ou de ses appétits, ou conscience sensible, conscience mentale, conscience de personnalité, quel que soit le niveau de conscience, l'état de conscience, c'est nourri par cette capacité donc à la tête. Voilà la richesse de ce fil de vie et de ce fil de conscience. Ce sont les deux fils qui en permanence goûtent vers nous. Et vous retrouvez nos trois aspects. Vous avez l'eau de la vie, l'eau de vie fondamentale qui est là, à travers la monade, qui va perler progressivement à travers le stalactite qu'est l'âme, et qui va arriver et construire et maintenir en vie le stalagmite qu'est notre personnalité. Et c'est de la permanence. Et nous, on croit qu'on se construit par nous-mêmes, alors que nous sommes constamment construits par cette énergie. On en reparlera tout à l'heure, c'est vraiment toujours très important, parce qu'on le fait rarement ça en méditation, mais simplement d'être à l'écoute de ce flux de vie et de conscience. Juste une petite anecdote là-dessus. Ce flux de conscience qui arrive à la tête, il n'y a qu'un moment donné où il se débranche, parce qu'il par moment il se débranche la nuit, il a besoin pour partir, et quand il se débranche, nous avons un sommeil sans rêve. Lorsqu'il se rebranche sur la tête, nous rêvons. C'est lui qui amène la continuité de conscience. On a beau être endormi, on a beau vivre des choses dans nos différents corps, loin du corps physique, il ramène la conscience de ça parce qu'il est branché. Quand il se débranche, sommeil sans rêve. Donc ça correspond à des cycles dans notre sommeil. Par contre, le fil de vie relié au cœur, on oublie le débranchement. En effet, lui, quand il se débranche, c'est ferme et définitif, c'est qu'une seule fois, c'est quand on est mort. Donc en principe, donc depuis le premier battement de cœur jusqu'au dernier, le fil de vie, il amène toujours et constamment cette vie. C'est lui qui amène cette vie en nous, et pas simplement, vous voyez, le fait de la vie, mais la richesse de la vie, le dynamisme de la vie. C'est vraiment quelque chose qui nous nourrit constamment, pendant que l'autre nous nourrit en conscience et amène notre conscience à évoluer. Voilà donc comment tout ce qui est en amont prend une importance considérable. Tout ce qui est en amont a vraiment quelque chose qui est pour nous fondamental et qui nous nourrit, qui fait qu'on habite là. Voilà pourquoi d'un seul coup, en tant que stalagmite, il faut qu'on comprenne que le goutte à goutte, il est constant
chaque jour, et que tant du point de vue de la vie que du point de vue de la conscience, c'est quelque chose qui vient des plus hautes sphères de ce que nous sommes, notre propre esprit, à travers l'univers et à travers le monde des énergies de la vie. Et puis, il y a aussi notre contribution stalagmitique. En effet, progressivement, nous allons construire un autre pont qu'on appelle l'Antakarana. Ah, celui-là, c'est nous qui devons le construire consciemment. On va l'appeler le pont de lumière, ce qui est quand même plus joli qu'Antakarana. On l'appelle quelquefois aussi le pont arc-en-ciel, selon la littérature. Donc le pont arc-en-ciel ou le pont de lumière, c'est ce qui va se passer donc à partir de nous, à partir de notre mental, à partir de notre conscience. Et c'est par exemple ce que nous faisons sans le savoir à travers la méditation. À travers la méditation, nous partons de notre mental, et de ce mental, nous construisons un pont jusqu'au monde de l'âme. Et c'est la première partie de ce pont, la première partie de l'Antakarana. Et plus tard, quand on a bien appris à méditer de ce point de vue-là, on fera la deuxième partie du pont qui va de l'âme jusqu'à l'esprit. Mais donc c'est le pont de retour. C'est ce qui nous permet de voir comment, à partir de là, nous aussi nous remontons progressivement, d'abord vers l'âme et puis progressivement vers la monade. Or, si on regarde bien, c'est exactement ce qui se passe avec les stalagmites. À un moment donné, quand vous avez le stalactite qui est là et le stalagmite, ils grandissent l'un vers l'autre. Et finalement, le stalagmite va progressivement faire ce pont et il y a union entre les deux. C'est ce qu'on appelle une colonne. Et à un moment donné, il n'y a plus ni stalagmite ni stalactite, mais une colonne, une unité, à travers laquelle toute la vie d'en haut descend directement en bas. C'est ce que nous avons à faire. Quand chacun d'entre nous, vie après vie, et ça nous demandera de nombreuses vies pour arriver à remonter la courbe en faisant justement ce pont de lumière, en faisant ce pont de conscience, en réalisant que nous remontons et pourquoi nous remontons et comment nous le faisons, ce n'est pas du tout instinctif, c'est parfaitement conscient et mental, eh bien nous faisons ce travail et nous établissons progressivement l'unité de la colonne pour que l'amour descende sur Terre. Et ainsi, notre boulot d'intermédiaire, il est complètement réalisé. Le haut et le bas sont totalement réunis. Et c'est vraiment passionnant d'arriver à voir que c'est cette histoire qui paraît extérieure dans un premier temps, l'histoire de l'humanité, qui après, dans un deuxième temps, dit oui, c'est vrai que c'est un peu notre histoire en méditation, c'est quelque chose que nous portons en nous. À chaque instant, nous sommes complètement nourris par cela, vitalisés par ça. Et en retour, nous devons maintenant entamer notre capacité de conscience de revenir de plus en plus de manière à faire l'union entre les deux. Voilà donc l'important rapport qui existe entre le haut et le bas, entre le monde de la conscience et le monde des formes, entre le monde du subtil et le monde de l'évidence, entre le monde de l'énergie et de la conscience et le monde des formes que nous vivons là. C'est ça ce rapport-là. Quand on pense à travailler, comme nous l'avons fait depuis 5 mois, à aller dans la suprasensorialité, à remonter au niveau du mental vers l'intuition supérieure, tout ça, c'est vraiment notre effort de faire le pont de lumière, mais nous pouvons le faire parce que constamment, nous sommes nourris, nous sommes vitalisés par ce fil de vie qui constamment continue de nous alimenter et nous fait grandir. Et on a véritablement, nous aussi, en permanence, cette courbe qui fait que en nous, des choses, des énergies descendent, la vie descend, nous dynamise, nous incite à remonter, aller à la rencontre de l'âme, aller à la rencontre de la monade, et en même temps en entraînant tout cela, parce que c'est pas pour nous que nous le faisons. Ça, c'est un point fondamental. Tout ce boulot, on ne le fait pas pour nous, puisque nous, dès le départ, on est parfait. Donc on ne fait pas ce travail pour se perfectionner. On fait ce travail pour élever la création planétaire. Ça, c'est vraiment encore un point important. Il faut qu'on se retire de la tête qu'on fait ça pour nous. Si on médite, c'est pas pour nous. Si on construit le pont de lumière, c'est pas pour nous. C'est pour réussir à reconstruire la colonne par laquelle tout va pouvoir avancer, tout va pouvoir progresser. Nous sommes là vraiment comme des intermédiaires. Nous sommes une bande d'instits venus enseigner aux animaux, aux végétaux et aux minéraux, et ceux qui sont plus avancés dans l'humanité à ceux qui sont moins avancés, à retourner, à progressivement recréer ce pont et à retourner donc vers le haut avec beaucoup plus de conscience. Oui, comme ça change des choses. Alors qu'est-ce qu'on choisit à l'école? On enseigne la courbe, on vient d'en bas, on monte, puis on rentre en bas, ou on enseigne la courbe du haut? Ça change tout. Oui, c'est tous les paramètres de l'éducation qui changent. Alors vous allez me dire, non, on rêve, enseigner ça à l'école, on n'y est pas. Non, c'est vrai, on n'y est pas. Mais notre but de cette année, c'est de donner un petit peu des paramètres pour l'éducation du futur. En commençant, comme naturellement, par nous éduquer nous-mêmes. C'est ça qui est important. C'est arriver à comprendre que si nous ne commençons pas par nous, c'est même pas la peine.
Il faut que pour nous-mêmes, ça devienne une évidence. Il faut que pour nous-mêmes, ça devienne un nouveau système de pensée, un nouveau système même de réaction au quotidien, un nouveau système de création. C'est parce que nous réalisons à l'intérieur de nous ça que, du coup, on partage. Parce que, pour l'instant, hein, il faut toujours considérer tout ce qu'on peut raconter comme ça, comme des hypothèses de travail. C'est à vérifier par nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, parce que ça se sent. Et si à un moment donné, vous trouvez que, bah oui, c'est avéré, je le perçois, je le sens, je le vis, ok, bah il faut que maintenant ça apparaisse complètement dans notre vie. Mais c'est pas facile d'arriver à rester complètement comme ça dans ce monde des énergies. Prenons quelques exemples. On dit que pour arriver à fonctionner comme ça, il faut qu'un être humain réussisse à comprendre ce qu'on appelle le monde des énergies en action. C'est-à-dire que notre vie ici, le quotidien, ce n'est rien que des énergies en action. Ça va vous rappeler le thème de l'année dernière, où nous avons dû répéter à peu près 12 fois la phrase « Nous sommes des énergies, manipulées par des énergies et cherchant à manipuler des énergies ». Ça, c'est vraiment une phrase clé. Il faut que nous arrivions à nous considérer nous-mêmes comme des énergies, manipulées par des énergies et cherchant à manier des énergies. On n'arrive pas à se considérer comme des énergies parce qu'on a un corps physique tellement dense et que nous, on est vraiment quelque chose comme ça de bien fermé. On est dans des petites boîtes. On n'arrive pas à se voir simplement comme des énergies. C'est quelque chose qui est trop volatile, quelque chose qui nous échappe, c'est quelque chose qui est beaucoup trop en mouvement. Et pourtant, c'est la seule façon véritable d'arriver à considérer et de comprendre quelque chose à ce monde. Donc, comprendre le monde des événements sous forme d'énergie, comprendre la société sous forme d'énergie, les événements politiques sous forme d'énergie, ça commence par nous. Il faut que nous-mêmes nous comprenions comme ça. Alors, l'année dernière, on a passé une année à voir combien chaque mois, les énergies de chaque mois reliées au zodiaque nous manipulaient d'une manière éhontée. Et combien, voilà, pour prendre un exemple, on vient de sortir des énergies Gémeaux. Et quel que soit votre signe, ça n'a aucune espèce d'importance. Au cas où vous auriez été un petit peu dispersé, au cas où vous auriez été un petit peu agité, au cas où vous auriez été un petit peu dans le doute, etc. Voilà, nous sortons d'un mois des Gémeaux. Et là, nous entrons au contraire dans un mois Cancer avec d'autres énergies. Et tout le monde, quel que soit son zodiaque, ça n'a aucune espèce d'importance, tout le monde est complètement manipulé par ce genre d'énergie. Les connaître, le savoir, bah, c'est savoir qu'effectivement, bah oui, on peut peut-être travailler avec plutôt que de les subir. Et pourquoi ça marche et pourquoi est-ce que ça nous influence? Parce que nous ne sommes pas des corps fixes. Parce que nous-mêmes, nous sommes des énergies. Donc les énergies influencent des énergies, c'est normal. Tout est énergie, ça c'est la physique quantique. Et toute énergie est composée de 7 qualités fondamentales, ça c'est la théorie des 7 rayons. Et donc tout est absolument composé des 7 rayons, depuis les choses les plus gigantesques, les étoiles, les galaxies, les planètes, etc., jusqu'à venir, jusqu'à nous-mêmes. Ainsi, nous-mêmes, nos corps sont simplement des énergies de rayons. Tous nos corps sont des énergies de rayons. Et arriver à les découvrir comme ça, c'est tout à fait passionnant, puis c'est comprendre un certain nombre de choses. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent « Oh oui, mais moi je connais, mais j'aime pas ça, dire que j'ai un corps de tel rayon, j'ai un émotionnel de tel rayon, j'ai une personnalité de tel rayon, j'ai une âme de tel rayon. » Moi je trouve que c'est encore remettre les gens dans des cases. Toi, bah, toi t'es tel rayon, ah bah toi t'es comme ça. C'est exactement l'inverse. Ah, c'est quelqu'un qui n'a pas compris le jeu là. Parce que nous-mêmes, nous sommes très très forts pour nous mettre dans des cases et mettre les autres dans des cases. Ah ça, c'est très sûr. Et même souvent, quelquefois, c'est vrai qu'il y a eu des tests, il y a eu des systèmes un peu comme ça pour s'y retrouver au niveau psychologique, où on mettait les gens dans des cases. Mais nous-mêmes, on s'en charge. Hein. Ouais, ben moi, je suis comme ça. Non, mais c'est mon caractère. Non, mais c'est vrai que je suis un petit peu comme ça, un petit peu, mais voilà, je suis comme ça. Ah bon, on se refait pas. On se refait pas, on est comme ça. Et puis toi, tu es comme ça. D'ailleurs, je te connais comme si je t'avais fait. Donc tu es comme ça. Puis, oh, est-ce que tu bouges? Est-ce que tu évolues? Un petit peu, peut-être il y a des petites choses, mais en gros, tu es resté le même quand même en 40 ans. Donc, voilà. Et puis, et regardez, même avec les enfants, à l'école. Ah non, mais cet enfant, il est turbulent, on n'en fera jamais rien. Ah non, mais celui-là, c'est pas possible. Ah non, mais celui-là, il n'est pas normal. Ah, mais celui-là, il est surdoué. Ah, mais celui-là, et voilà. Dès l'enfance, tout le monde est étiqueté, tout le monde a sa petite case, etc. Donc, le coup des petites cases, c'est tout le temps que nous le vivons au quotidien, parce que justement, nous ne nous considérons pas comme des énergies. Et que se considérer comme des énergies, mais essayez donc de mettre une énergie dans une case. Ça y échappe complètement. Je vous donne un exemple. Dans un couple, c'est intéressant d'arriver à voir quelles sont nos énergies physiques. Si par exemple, il y a quelqu'un qui a une énergie qui réclame au niveau physique un mouvement constant, le besoin de bouger tout le temps, et une grande difficulté à ranger et à mettre de l'ordre. Quelqu'un qui est plus à l'aise quand les choses sont, voilà, comme ça. Alors que dans l'autre partie du couple est beaucoup plus à l'aise avec un certain nombre d'énergies dans lesquelles les choses sont posées. Chaque chose a sa place et une place pour chaque chose. Naturellement, au début, c'est amusant ces différences.
Au bout d'un certain temps, ça lasse. Et la personne qui aime bien l'ordre commence à accuser celle qui est en désordre. Celle qui est en désordre commence à trouver que l'autre l'emmerde un peu et que tout le monde y met de la mauvaise volonté, que tu le fais exprès ou quoi, c'est pour m'embêter, etc. Bon. Bref, comme si le fonctionnement énergétique de l'autre était un défaut. C'est pas un défaut, c'est une autre énergie. Oui, mais comment on s'en sort? Ah, mais c'est simple. Si on comprend de quelle énergie il s'agit, à partir de là, il faut se rendre compte que cette énergie-là, c'est pas une petite boîte, c'est pas une petite case, c'est pas une caractéristique définitive, c'est un échantillon d'une énergie cosmique. De quoi éclater toutes les petites boîtes. Ça veut dire que si je veux bien faire un travail là-dessus, eh bien cette énergie, dont pour l'instant je vis peut-être que le défaut, eh bien je peux apprendre à en vivre la qualité, les qualités intrinsèques, les qualités fondamentales, les qualités d'âme, et vraiment arriver à aller dans une progression absolument étonnante. Même chose au niveau émotionnel. Si par exemple vous avez une énergie émotionnelle passionnée et que vous avez toujours été un passionné, vous avez toujours été un fan, vous avez toujours tendance à suivre quelqu'un ou à suivre un enseignement, tellement pour vous c'est important, vous croyez. Et que votre conjoint est plutôt dans un petit peu de tout. Moi je ne crois pas à quelqu'un en particulier, je ne m'engage pas, moi j'aime pas m'engager, moi j'aime bien un peu picorer, un peu comme ça. Celui qui est comme ça, il trouve que bah non, mais toi tu t'engages jamais, toi tu es un peu mou. Oui, mais toi tu t'engages de trop, toi tu es un peu désolé. Et voilà, on commence à s'accuser. Alors que ce sont simplement deux énergies différentes. Celui qui a l'énergie un petit peu comme ça, il vous parle tout le temps de purifier, de purification. Il ne faut pas manger n'importe quoi, n'importe quand, il faut se purifier, il faut aller comme ça. Alors que celui qui a les énergies plus cool, dit non, moi je reprendrais bien un peu de sauce. Tu fais comme tu veux, tu reprends de la sauce, mais quand même, bon, ça te ferait du bien de te purifier un peu. Bon. Et encore une fois, les défauts pleuvent. Chacun a sa petite case. Là encore, c'est deux énergies complètement différentes sur le corps émotionnel. Il faut comprendre quelle est leur teneur et voir comment on la travaille, comment on transforme cette défaut en qualité et comment en plus, la chance dans un couple d'avoir deux qualités comme ça différentes et complémentaires, c'est se faire travailler l'un l'autre. Car naturellement, chacune de ces deux qualités a des clés très importantes par rapport à l'autre. Même chose au niveau mental, c'est encore un fonctionnement. Et là encore, au niveau du boulot, quelquefois, ça nous arrive, si on travaille en équipe, dire, mais c'est pas possible, j'ai des collègues, mais comment ils pensent, mais comment ils raisonnent, mais je ne supporte pas. Mais c'est épouvantable. Chaque fois qu'ils m'expliquent quelque chose, mais je décroche parce que ça m'énerve de trop. Ben là encore, c'est un autre rayon mental. Il faut comprendre ça, c'est une autre énergie. C'est pas qu'il est bête, c'est pas qu'il émet de la mauvaise volonté, c'est pas pour vous embêter. Il est sur une autre énergie. Et qu'il faut que nous apprenions à nous comprendre mutuellement entre énergies. Si en plus vous-même vous arrivez à comprendre votre propre énergie de personnalité, c'est-à-dire l'ensemble mental, émotionnel, physique, qui est tout simplement notre outil créateur dans notre quotidien. Ben, si vous avez votre énergie, ça vous dit tout simplement à quoi vous êtes le meilleur, ce à quoi vous devriez complètement consacrer vos énergies. Et si vous connaissez votre qualité d'âme et que vous la combinez avec votre qualité d'énergie, ça vous dit rien de moins que qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette terre pendant cette vie-là et qu'est-ce que vous avez exactement à faire. Si vous combinez les 5 énergies, de l'âme, de la personnalité, du mental, de l'émotionnel, du physique, vous avez exactement ce que vous êtes en termes d'énergie. Et donc devant vous, avec une idée de progression énorme, parce que ces énergies sont infinies. C'est tout sauf des petites cases. Et ça nous permet, oui, de comprendre de plus en plus, mais d'où nous venons. Et on relie que finalement, nous-mêmes, ce que nous vivons, c'est simplement un petit aspect, un petit échantillon de certaines énergies qui viennent de très loin. Encore une fois, on commence à descendre d'en haut vers le bas. Et on comprend ce qu'on vit, si on comprend ce qu'il y a en amont. Alors que sinon, on ne comprend pas grand-chose. Et du coup, ça nous amène progressivement à comprendre les autres, à comprendre comment eux-mêmes ils fonctionnent, et à les considérer aussi comme fonctionnement avec des énergies différentes, et non pas comme des mauvaises volontés. Et c'est vrai que quelquefois, les combinaisons d'énergie sont tellement différentes que face à certaines personnes, vous avez affaire à des martiens. Et c'est pour ça que, comme par hasard, on se regroupe entre personnes qui ont à peu près les mêmes énergies. Nous, au moins, on se comprend. Nous, on est copains. Nous, c'est difficile. Non, parce qu'il y en a, mais ils sont dingues. Hein. On rencontrait des martiens, ça nous ferait à peu près le même effet. Ah ben oui, il y a des énergies qui sont extraordinairement différentes et qui ont beaucoup de mal à se comprendre. Mais qui, eux, entre eux, se comprennent très bien. Hein, ça va très bien. Mais vous voyez, quelle ouverture de conscience à partir de là. Et du coup, quand on assiste au spectacle du monde, il faut arriver à comprendre que tout ce que nous appelons des circonstances, tout ce que nous appelons des événements de la vie, ce ne sont que des énergies en mouvement. Tout ce qui se passe comme événements politiques, les événements économiques, les événements sociaux,
Tout ce qui se passe dans le monde à n'importe quel niveau, ce ne sont que des énergies en mouvement et non pas des choses, des faits physiques qu'on peut mettre dans des petites cases. Et arriver à comprendre justement ce processus-là, c'est arriver à remonter à la grande loi qui préside justement au processus entre le monde subtil et le monde dense, qu'on appelle la loi de cause à effet. Et ce que nous avons à faire, c'est vraiment comprendre de plus en plus la loi de cause à effet. C'est elle qui explique absolument tous ces mondes-là. Et c'est vrai que c'est tout à fait fondamental parce qu'elle a des applications nombreuses, on aura l'occasion d'y revenir. Par exemple, la loi du karma. On entend quelquefois parler de la loi du karma comme si c'était une punition. C'est simplement un aspect de cette gigantesque loi de cause à effet et qu'il faut prendre justement du haut vers le bas. On en reparlera cet automne. Donc c'est pour ça que c'est vous dire à quel point ça a des implications absolument énormes. Enfin, on arrive à comprendre cette loi de cause à effet et on rentre dans ce qu'on appelle le monde de la signification des choses, dans le monde du sens du monde. Enfin, le monde a un sens et on le comprend. Et on peut même arriver à prévoir un peu ce qui va se passer parce que ces énergies ont un développement qui, par certains côtés, est prévisible. Et donc on cesse d'être des aveugles dans un monde dans lequel on a l'impression que personne ne sait où ça va, mais on y va. Non, on comprend où ça va. Voilà pourquoi c'est très important, donc par rapport aux enfants, d'arriver à développer tout ce processus de loi de cause à effet. Alors ce qu'on pourrait dire, c'est redéfinir justement l'éducation par rapport à ça. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais l'éducation pourrait tout simplement se définir comme étant le fait d'enseigner à raisonner de cause à effet. C'est tout. Le but de l'éducation, c'est d'apprendre à raisonner de cause à effet. Vous allez me dire, c'est un peu court, non, quand même, du point de vue de l'éducation? Ben non. Si je reprends mon schéma, vous présentant la place particulière de l'être humain, tout le monde des causes, c'est le monde d'en haut, 5e, 6e et 7e règne. Les énergies dont je vous parlais, les rayons, les énergies astrologiques, tout vient de là. Et donc le monde des causes, il est là. Le monde des effets, il est là. Au niveau bas, au niveau des humains, animal, végétal et minéral. Et donc si on veut arriver finalement à éduquer les enfants, à nous éduquer nous d'abord, dans le véritable rôle de l'être humain, ce rôle d'intermédiaire, il n'y a pas d'autre éducation à faire que de comprendre comment marche le système de cause à effet. Comment nous devons nous-mêmes nous former à comprendre le monde des causes pour produire certains effets. Et pas simplement subir les énergies, mais invoquer certaines énergies, de manière à pouvoir les mettre en place. Et ça tombe bien parce que c'est aussi la définition de l'ésotérisme. Quelquefois on se casse la tête pour dire qu'est-ce que c'est que l'ésotérisme. Tout simplement, définition en termes d'énergie. L'ésotérisme, ça consiste tout simplement à aller chercher les sources les plus hautes, les plus subtiles, de manière à les faire passer et à les ancrer sur Terre. Et donc, vous voyez, on retrouve ce rôle d'humain. L'ésotérisme, c'est dire on va chercher ces énergies et on les met sur Terre. Le rôle de l'éducation, c'est donc de comprendre quelles sont ces énergies et quels sont les effets qu'ils peuvent avoir sur Terre. Voilà pourquoi, vous voyez, c'est tellement important, je vous disais, quand on commence à voir ce processus-là, quand on voit l'universalité de cette courbe, comment, si on pense que tout vient comme ça en amont, tout passe comme ça, puis qu'on remonte, c'est vraiment tout un bouleversement du point de vue de l'éducation, la nôtre, comme celle justement des enfants. Justement, à propos des enfants, on parlait l'autre jour de l'importance de la philosophie pour enfants, les apprendre à penser. On pourrait rajouter une petite couche un petit peu par rapport à ça, pour montrer comment il faut penser un petit peu vers le haut. On a vu que la plupart du temps, quand on fait de la philosophie pour enfants, le terreau naturel, c'est de dire, on a un thème, et qu'est-ce qu'on pense chacun de ce thème, et on va dérouler quelque chose. Et on a vu que la difficulté, c'est que la plupart du temps, et pour les adultes, ça ne rate pas, chaque fois qu'on organise ça avec les adultes, chaque fois qu'on a un thème, on va décliner quelque chose à partir du thème. Qu'est-ce que je pense de ce thème ? Eh bien, je pense que moi, personnellement, alors je vais te donner un exemple, moi, pas par rapport à ma vie, et puis oui, je descends. Ou je vais te donner un exemple, non, c'est pas moi, pas ma vie, mais c'est comme si c'était, et je descends. Moi, ce que je pense de ça, oui, c'est intéressant, et je descends. Or, il faut apprendre aux enfants à répondre à un thème vers le haut. Non pas à répondre en descendant, mais à répondre en montant. Il faut leur apprendre à expliquer. Ah, très intéressant ce mot expliquer. Nous, on a foutu tendance à expliquer vers le bas. Il faut expliquer vers le haut. Il faut que je vous explique ce que veut dire expliquer. Expliquer, ça vient du latin explicare. Plicare, c'est un verbe qu'on trouve dans beaucoup d'autres mots et qui veut dire plier. C'est ce qui a donné, par exemple, complexe. Complexe, c'est très très plié ensemble. C'est ce qui a donné quelque chose qui est impliqué ou compliqué. C'est ce qui a donné plexus. Ou quand vous êtes complexé, et il faut expliquer. Expliquer, c'est enlever, c'est dénouer, c'est
sortir de là. C'est sortir justement du pliage. Expliquer, c'est sortir du pliage. Alors c'est pas facile, hein, parce que c'est vrai que quand on est complètement impliqué, on a beau s'appliquer, c'est compliqué d'expliquer. Mais tout ça, c'est les mêmes mots. Et ça nous parle de pliage et de dépliage. Et nous, quand on déplie quelque chose, on le déplie vers le bas. On va expliquer en redescendant, c'est ce que je viens de vous montrer. Il faut qu'on prenne le temps d'expliquer vers le haut, puisque tout vient d'en haut. Expliquer, ce serait dire, c'est vrai que les choses en descendant, elles se sont un peu pliées vers le bas, et bien, il faudrait maintenant un peu les redéplier vers le haut. Donc au lieu de dire, pourquoi tu dis ça, pourquoi tu penses telle chose, il dit, je pense telle chose parce que moi, là où j'en suis, parce que je vis ça, parce que je vis ça, oui, là je redescends, on sent bien. Oui, non, moi je pense ça parce que si on vient vraiment de là-haut, ça veut dire qu'il y a une loi fondamentale, une loi d'amour qui dit ça, et donc je pense qu'à partir de là, on pourrait dire ceci. Expliquer vers le haut, c'est-à-dire que j'ai élargi, j'ai globalisé. Je suis remonté à une loi plus générale, plus globale, au lieu de partir dans des explications plus détaillées. Et bien rien que pour nous, c'est génial d'apprendre à expliquer vers le haut et non pas vers le bas. Faites-le, vous allez voir, c'est un petit jeu vraiment qui est sympathique et qui nous entraîne, mine de rien, à remonter. Et même avec les enfants, c'est à leur niveau, mais c'est intéressant. On dit que dans l'éducation, il faut toujours demander aux enfants pourquoi. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi ça? Et leur montrer que dans ce pourquoi, dis pas pourquoi vers le bas, mais essaie de dire pourquoi plus haut. D'où ça vient? D'où ça vient plus haut? Alors ça demande de l'entraînement, hein. Puis il faut les aider, ils ne vont pas comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et qui fait que progressivement on va vers cet aspect-là. Et c'est important de voir comment, quand on apprend ça, on va devenir de plus en plus, vous voyez, une société dans laquelle ce monde d'où on vient sera de plus en plus évident. Et donc tout ce monde-là fait que quand on se saura nous-mêmes complètement des intermédiaires entre le haut et le bas, eh bien dans l'éducation, la chose la plus primordiale qui sera, c'est de dire comment former justement les enfants et les adultes à percevoir ce monde-là, ce que nous avons vu depuis 5 mois à travers les sens et le mental, de manière à pouvoir transmettre tout ça. Et là, on aura complètement un bouleversement sur Terre. Vous savez, ce bouleversement d'énergie qui est annoncé depuis longtemps, quand on sait que toutes les énergies du pétrole, etc., tout ça c'est terminé, les énergies éoliennes, c'est terminé. On attend avec impatience justement ce qu'on appelle l'énergie libre, qui est rien d'autre que l'énergie de la vie. Et quand on va avoir cette énergie de vie, qu'on risque de découvrir peut-être d'ici une centaine d'années, les scientifiques sont un peu sur la piste, ça veut dire énergie gratuite pour tout le monde, en termes d'électricité, en termes de voitures, en termes d'avions, ça veut dire des énergies et des moteurs sans bruit, ça veut dire quelque chose qui révolutionnera complètement notre culture, notre civilisation, notre vie de tous les jours. Mais ça, c'est parce qu'on aura énormément progressé dans ce processus d'intermédiaire. Si l'humanité progresse de plus en plus dans cette capacité à capter ce monde d'énergie, alors on sera capable de le redescendre. Je pense que d'ici une cinquantaine, peut-être une centaine d'années maximum, on devrait y être, à l'allure où ça va maintenant. C'est pour ça que ça dépend de chacun d'entre nous. Plus chacun d'entre nous, on introduit dans notre quotidien de plus en plus cette notion d'en haut. Ce n'est pas quelque chose qu'on met quelque part dans notre réserve à connaissance ou à supposition, mais qu'on sent de plus en plus que ça fonctionne comme ça. Plus on devient sensible à notre fil de vie, notre fil de conscience, qu'on sent en nous descendre et puis combien on participe à cette remontée, plus on amène cette société à se bouleverser. Quand on tient compte du monde, de l'amont, c'est pas du tout pareil que si on n'en tient pas compte. On voit très bien que si on ne tient pas compte de ce monde, de ce qui existe en amont, les choses n'ont pas de sens, les choses sont désespérantes, les choses nous paraissent totalement injustes, l'existence complètement stupide. Alors que quand on tient compte complètement de ce processus en amont, d'un seul coup, on découvre l'amour. L'amour nous fait découvrir l'amour. L'amour de l'existence, l'amour des situations, l'amour, tout ça, ça nous montre que voilà, tout est unifié et que de haut en bas et de bas en haut, tout est un. Voilà notre travail pour ce mois-ci. Resituer toute cette circulation entre le haut et le bas. Je vous propose une méditation là-dessus.